Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Voici le titre de l'actualité. Une personne soupçonnée de terrorisme a été arrêtée dans la région de Charleroi à Jumet. On fera le point en direct du parquet fédéral avec Quentin Warlop. Theo Franken au centre d'une polémique. Certains affirment qu'il aurait prononcé cette phrase, repousser les migrants à la mer, et il dément. La magistrate Karine Gérard aurait peut-être menti sur son agression. On se souvient de son visage tuméfié. Le pétrole au plus bas. Nous verrons que malgré les prix planchers, des pompes se livrent encore à une petite guérilla pour offrir des prix vraiment très bas. Un reportage étonnant sur le racisme à l'embauche, au centre aussi de Questions à la Une ce soir. Un Irakien soupçonné d'être lié à l'organisation terroriste État islamique a été interpellé au centre fait d'asile de Jumet, dans la région de Charleroi, en Belgique depuis mai dernier. Il a laissé un certain nombre de traces, comme des photos où l'on voit poser aussi devant un drapeau de Daesh. Reportage, Joël Merthe. L'homme a été interpellé vendredi, ici, au centre fait d'asile de Jumet. Cet Irakien d'une quarantaine d'années faisait l'objet d'une enquête depuis son arrivée en Belgique en mai dernier. La sûreté de l'État le surveillait suite à une dénonciation de son beau-frère, chez qui il a résidé il y a quelques mois et où il avait laissé une caméra vidéo. Il y avait certaines vidéos où on le verrait en train de vénérer le drapeau d'État islamique, habillé en État islamique, avec des kalachnikovs et autres choses de ce genre-là. C'est ainsi qu'on a décidé de procéder à des écoutes et on a remarqué qu'il y avait certains liens avec certaines personnes qui seraient connues de la sûreté de l'État. L'homme ne nie pas l'existence de ces images, mais il a une explication. Elle date de 2014, lorsqu'il était encore à Mossoul, territoire sous gouvernance de l'organisation terroriste État islamique, ce qui justifierait son attitude. Tout le monde finalement a des kalachnikovs sur soi dans le pays. Et pour le reste, il explique qu'il n'a pas vraiment le choix et celui qui ne se conforme pas au diktat de l'État islamique risque des représailles, raison pour laquelle on le voit en train de vénérer le drapeau de l'État islamique. Maintenant, il est vrai qu'il était en contact avec des personnes connues de la sûreté de l'État, personnes qui, je rappelle, n'ont pas été inculpées. Un drapeau de Daesh a également été retrouvé au centre fait d'asile, mais rien ne prouve qu'il lui appartient. Fait d'asile que nous avons contacté s'est refusé à tout commentaire. Quentin Warlop, vous êtes en direct au parquet fédéral. Quentin, est-ce qu'on en sait un peu plus sur la personnalité de ce présumé terroriste arrêté à Jumet ? Eh bien François, il s'agit d'un Irakien d'une quarantaine d'années. Il était seul ici en Belgique. Il dit avoir laissé femme et enfants au pays. Il est arrivé en Belgique en mai 2015 après avoir traversé la Turquie, la Grèce, la Hongrie notamment, en passant en bateau et à pied ensuite pour arriver ici en Belgique. Il a été hébergé par son beau-frère, vous l'avez vu dans le sujet, avant d'être accepté dans un centre fait d'asile à Jumet. Alors s'agit-il pour autant d'un terroriste? Difficile de le dire à ce stade de l'enquête, mais ce qui est certain, c'est que cette personne a été sur écoute par les autorités fédérales. Cette personne, elle fréquentait un imam de Flandre occidentale. Elle a été en contact également avec plusieurs personnes originaires de Courtrai et de Roulers, notamment des personnes liées de près au milieu djihadiste. Cet Irakien a donc été inculpé pour participation à une organisation terroriste. Il est passé ce matin devant la Chambre du Conseil qui a décidé de prolonger son mandat d'arrêt pour une durée d'un mois supplémentaire. Merci Quentin. Tempête politique autour d'une phrase. Elle est attribuée dans un premier temps à Yann Yambon et puis dans un deuxième temps à un autre NVA, Theo Franken, secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Cette phrase, c'est « repousser les migrants à la mer ». Theo Franken a démenti l'avoir prononcée. Explication, Alison Delpierre. Cet homme est le secrétaire d'État grec à la migration, Ioannis Mouzalas. Interviewé sur la BBC, il accuse le ministre belge de l'Intérieur d'avoir tenu des propos chocs sur les réfugiés. Le ministre belge de l'Intérieur a dit « repoussez-les à la mer ». Il a dit « allez contre la loi ». Je m'en fiche si vous les noyez. Juste pour être clair, les Belges veulent que vous rejetiez les gens à la mer pour solutionner le problème ? Oui. La scène se serait déroulée à Amsterdam ce mardi, alors que les ministres européens de l'Intérieur se réunissaient. La Grèce a alors été largement pointée du doigt pour son inefficacité à contrôler les flux de réfugiés à sa frontière. Seulement voilà, le ministre belge de l'Intérieur, Yann Yambon, n'y était pas. Il s'agit en réalité du secrétaire d'État à l'asile et la migration, Theo Franken. Le principal intéressé nie ses propos.
Je peux seulement dire que je n'ai jamais dit ça. Jamais dit ça. Je trouve que c'est extrêmement regrettable que mon collègue grec a dit ça, parce que c'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. Nous sommes un pays très humain. Je mène une politique humaine, mais stricte, mais aussi très humaine. Theo Franken pointe aussi les failles de la gestion grecque de la crise des migrants. Cela prouve une fois de plus que les tensions autour de cette problématique sont loin d'être apaisées en Europe. Le comité de concertation sur les tunnels bruxellois a débouché sur un affrontement entre le MR et le PS. Le ton est en fait très vite monté à l'issue de la réunion entre le gouvernement fédéral et la région bruxelloise. Rachel Crivellaro. Il fait encore noir à l'entame du comité de concertation. Il s'agit pourtant de faire la lumière sur les pistes de la région bruxelloise pour rénover les tunnels, tout en préservant la mobilité de la capitale. Je crois que ce dossier concerne à la fois Bruxelles, mais aussi concerne l'ensemble des nafteurs qui rejoignent Bruxelles. Mais au-delà de cela, toute la vie économique de la capitale qui irradie bien au-delà des limites de Bruxelles. Mais à la sortie entre les lignes, pointent les premières critiques. La réunion n'aurait été qu'un simple état des lieux. Aujourd'hui, il n'y a aucune proposition, c'est ça qui est un peu dommage. Il y a beaucoup d'études, mais il n'y a pas encore de proposition. La région nous a annoncé qu'elle avait libéré des moyens pour le budget 2016 tout d'abord, et puis que l'on va travailler maintenant sur la rénovation. Donc on attend l'évolution du dossier. Quelques minutes plus tard, le Premier ministre enfonce le clou. À l'agence Belga, il se déclare stupéfait par l'attitude du ministre-président bruxellois qui ne prendrait pas la vraie mesure du problème des tunnels de la capitale. Après, c'est au tour du président du MR d'entrer dans la danse. Olivier Chastel dénonce l'inaction du gouvernement bruxellois, une inaction qui nuit à l'image de Bruxelles. Autant dire que Rudy Vervoort n'a pas apprécié ce tir de barrage. Il dénonce une tentative de manipulation de Charles Michel. J'ai effectivement exposé la situation, quelles étaient nos priorités. J'ai rassuré quant au fait que, bien évidemment, il n'était pas question de fermer des tunnels. Parce que croire qu'on va résoudre les problèmes à Bruxelles en ouvrant le tunnel Stéphanie, c'est une erreur monumentale. Ce qu'il nous faut, c'est que chaque niveau de pouvoir prenne ses responsabilités, y compris le fédéral, avec le RER. Et là, j'ai été, si vous le voulez, stupéfait de ne pas entendre Mme Galland s'exprimer sur le sujet. Quoi qu'il en soit, la rénovation des tunnels bruxellois n'a pas fini d'alimenter les querelles à l'heure où la Belgique se lance dans une vaste campagne internationale pour redorer l'image d'une capitale déjà bien malmenée par la menace terroriste. Un autre désaccord, mais cette fois au sein du gouvernement wallon, au cœur de la polémique, est l'idée du PS de taxer un peu plus les plus hauts revenus. Une idée rejetée en bloc par le CDH qui parle de mesures anxiogènes. Hugues Angot. Taxer un peu plus les gros salaires wallons. Cette idée, avancée par le PS, fait bondir le MR. Vous voulez faire fuir celles et ceux qui travaillent, celles et ceux qui investissent, celles et ceux qui réussissent. Vous faites peur. Vous faites peur aux entreprises, à celles et ceux qui créent de la richesse. Mais pour le ministre Christophe Lacroix, demander un effort supplémentaire à ceux qui gagnent plus de 120 000 € par an, c'est simplement aller vers plus de justice fiscale. Je vous signale, comme ministre, je bosse dur, j'ai un haut revenu, mais je n'ai pas la vie dure. Par contre, la caissière de supermarché qui a un petit revenu, elle bosse dur. Et elle a la vie dure, parce que le 20 du mois, elle se demande comment elle va finir son mois. Moi, je n'ai pas ce souci-là. Et je vous dirai, monsieur Jolet, que vous me faites penser à Don Salluste dans La folie des grandeurs. Il déclarait « Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres, et les riches sont faits pour être très riches ». Pourtant, le projet hérisse même au sein du gouvernement. Pour le CDH, la redistribution existe avec l'impôt proportionnel. Cette taxe est donc un mauvais signal. C'est vraiment destructeur comme message, c'est anxiogène, ça donne le sentiment aux patrons d'entreprise qu'ils font mieux d'aller investir ailleurs. Il y a moyen de toucher au droit d'enregistrement, il y a moyen de toucher au droit de donation pour avoir une Wallonie qui est fiscalement plus attractive. Parmi ceux qui soutiennent l'idée, il y a le PTB. À les entendre, c'est même grâce à eux si le PS s'oriente dans cette voie. Nous défendons nos valeurs, celles de gauche qui sont bien connues, celles des gens d'abord, comme on le dit. Et si le PS embraye dans la dynamique, ce n'est que tant mieux, évidemment. Écolo défend également le principe. Il réclamait d'ailleurs de réelles mesures de redistribution. Quand vous voyez des personnes qui, quel que soit le revenu, doivent payer la TV redevance, par exemple, 100 € par an, ce n'est pas normal qu'il y ait des impôts comme ceux-là qui sont totalement injustes, puisque finalement, quel que soit le revenu des individus, on doit payer la même somme. Et donc,
nous pensons qu'on peut avoir un système plus juste. La mesure souhaitée par le PS toucherait moins de 2% des Wallons, mais on est encore loin d'un accord politique sur le dossier. Il a été bourgmestre de Linkebeek, il est député du groupe Défi UF au Parlement flamand. Christian Van Enken, ce soir, est sous les feux de l'actualité car il a été placé sous mandat d'arrêt pour assassinat. Didier Mkwash. Placé sous mandat d'arrêt, Christian Van Enken l'est depuis cet après-midi. Un mandat d'arrêt pour assassinat, l'information a été confirmée par le parquet de Bruxelles. Mais que lui reproche la justice? L'histoire remonte à juillet 2014. Cet été-là, un homme est retrouvé mort à Laken, une balle dans la tête. Très vite, les soupçons se dirigent vers l'épouse de la victime et vers Christian Van Enken. Plusieurs perquisitions sont menées en octobre dernier à Zaventem, à son domicile, ainsi qu'à son bureau parlementaire à Bruxelles, et révèlent que le député de l'Union des francophones, affilié au parti Défi, entretenait une relation avec son assistante parlementaire, qui n'est autre que l'épouse de l'homme tué à Laken. En janvier dernier, le Parlement flamand avait levé l'immunité parlementaire du seul élu francophone de l'Assemblée. C'était une requête du parquet général dans le cadre de l'enquête. Christian Van Enken a été bourgmestre de Linkebeek pendant 12 ans avant de passer le flambeau à Damien Thierry. Depuis 20 ans, il était le francophone de la périphérie bruxelloise au Parlement flamand. La présidente de la Cour d'appel à Bruxelles, Karine Gérard, a-t-elle menti? Début janvier, elle affirme avoir été agressée. On se souvient de son visage tuméfié devant les caméras de télévision. Selon l'ADH, la magistrate n'aurait pas été agressée à la sortie du palais de justice. Et selon nos informations, ce n'est pas la première fois qu'elle porte plainte pour agression. Karine Gérard, elle, réaffirme qu'elle a bien été victime d'une agression. Toutes les explications avec Sofia Kotsoglou. Nez fracturé, lèvres suturées, commotion cérébrale. 2 jours après les faits, Karine Gérard s'exprime. Elle dit avoir été agressée par 3 hommes alors qu'elle quittait le palais de justice de Bruxelles et déclare pour près de 60 000 € de bijoux volés. Mais les premiers éléments de l'enquête ne permettent pas de confirmer ces déclarations. Aucune trace de cette agression sur les nombreuses caméras de surveillance du quartier. Donc les images des caméras de surveillance, comme les autres éléments, font partie de l'enquête et nous n'avons pas trouvé d'éléments matériels qui confirment sa déclaration. Selon la dernière heure, la magistrate aurait fait un détour par un café du quartier, puis une mauvaise chute sous l'influence de l'alcool. Karine Gérard, elle, maintient sa version des faits au micro de la RTBF Radio. C'est pas parce que il y a des caméras de surveillance que l'agression, qui n'ont pas pu saisir telle ou telle image ou d'autres, mais ça fait partie de l'enquête, que l'agression n'a pas eu lieu. Je maintiens tout ce que j'ai dit dans le dossier et ce qu'a sorti la dernière heure est scandaleux parce que c'est des interprétations qui sont calomnieuses. Selon nos informations, ce n'est pas la première fois que la magistrate porte plainte pour agression. 3 autres plaintes ont déjà été déposées, toutes classées sans suite. Si l'enquête conclut à de fausses déclarations, Karine Gérard pourrait faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Elle risque une suspension, voire une révocation. Karine Gérard a annoncé qu'elle allait engager des procédures contre, je cite, ceux qui ont porté atteinte à sa réputation et aussi pour violation du secret de l'instruction. La Cour d'appel d'Anvers a reconnu que Sharia for Belgium était bel et bien un groupe terroriste. Fouad Belkacem a été condamné à 12 ans de prison et une amende de 30 000 €. La Cour vient de confirmer la peine infligée en première instance l'année passée. La Cour européenne des droits de l'homme a examiné la motivation de la condamnation de Geneviève Lermite. Elle a été condamnée à la perpétuité après avoir tué ses 5 enfants à Nivelles, mais elle estime ne pas avoir eu un procès équitable. Elle a épuisé tous les recours en Belgique. Sa seule option reste la Cour européenne. L'avis de la Cour n'est pas attendu avant plusieurs mois. Et puis à suivre dans quelques instants dans ce journal, Donald Trump, avec le manque de nuances qui le caractérise, parle de Bruxelles comme d'un trou à rats. La ministre de la Justice française, Christiane Taubira, claque la porte du gouvernement français. Elle est en désaccord total, on le verra. Des producteurs de lait belges s'en remettent au pape. Le reportage dans quelques instants au Vatican. Le racisme au quotidien, ce soir juste après le JT, c'est questions à la une et on va voir tout de suite un premier reportage assez édifiant. Regardez. Ces jours de détente pour la famille Fourier. Installé à Genappe, dans le Brabant wallon, Jacques et son épouse sont en congé et ils profitent du grand air avec leurs enfants. Ce père de famille est boucher.
L'année dernière, une agence d'intérim l'envoie dans un supermarché de Clabec. À son 3e jour de travail, Jacques Fourier apprend que le magasin ne veut plus de lui. Les clients, ils ont envoyé des mails en disant au chef boucher que voilà, cette personne noire en boucherie, pour eux, ça ne les plaît pas du tout. Surpris, Jacques Fourier va alors interroger le gérant du magasin. Il me dit oui, il est au courant de ce qui m'est arrivé. Mais malheureusement, c'est un groupe de clients qui foutent le bordel. J'ai dit, je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous comptez faire? Il me dit pour le moment, il ne sait rien faire. Cette histoire est-elle un cas unique ou au contraire, la discrimination raciale est-elle fréquente sur le marché du travail? Pour le savoir, nous nous sommes glissés dans la peau de demandeurs d'emploi. Un blanc, un noir, un maghrébin. 3 CV, même diplôme, parcours identique et compétences similaires. Seul le nom et la photo sont différents. Nous avons postulé auprès de plusieurs agences d'intérim. En moins de 24 heures, je reçois un premier appel. Une agence Adecco m'a trouvé un job. Je me rends au rendez-vous en caméra cachée. Je vous en prie, installez-vous. Moi, par rapport à votre profil, hein, on a une société dans la région qui recherche une personne qui va pouvoir mettre la main à la pâte, qui va pouvoir être un peu partout, polyvalent. Il y a déjà d'autres candidats qui sont retenus? Non, pas pour l'instant. En tout cas, il n'y a jamais eu vraiment de CV qui a été retenu et qui pour l'instant, ont été présenté. Étonnant, car je ne suis pourtant pas le seul à avoir postulé. Rida Belbachir et Maurice Tchana, eux aussi, ont envoyé leur CV. Alors, cette agence d'intérim préfère-t-elle engager un candidat blanc? Pour le savoir, j'appelle l'agence pour décliner l'offre. Je vous appelle après notre entretien de ce matin. Je suis en attente sur d'autres propositions, donc n'envoyez pas mon CV. Merci à vous. Au revoir. Nous décidons alors d'envoyer l'un après l'autre, en caméra cachée, le demandeur d'emploi noir et le demandeur d'emploi maghrébin. Rida Belbachir est le premier à se rendre sur place. J'ai envoyé mon CV et voilà, comme j'ai pas eu de nouvelles sur la semaine, je voulais... Dans les médias, on n'avait rien à vous proposer, mais il y a un dossier qui est fait dans une base de données. Sinon, pas de job, quoi. Pour l'instant, non. Même accueil et même réponse lorsque le candidat noir se présente à l'agence. J'espère qu'on aura un peu plus d'offres au niveau logistique, au niveau des préparations de commandes. Ouais. Ça peut arriver à tout moment. Donc pour l'instant, rien. J'ai pas de proposition à vous faire, mais je signale que vous êtes passé. Alors, cette agence Adecco fait-elle de la discrimination raciale? Après plusieurs demandes, nous obtenons une interview avec le directeur général Adecco Belgique. Nous lui montrons la vidéo. Nous serons en agence, on le publie sur notre site. Sinon, pas de job, quoi. Pour l'instant, non. Oui. La seule chose que je peux dire ici à ce niveau-là, que dans notre organisation, les seuls paramètres qui sont utilisés pour proposer un candidat à une certaine vacature sont quand même les compétences. Pour Adecco, les compétences des 3 candidats justifieraient donc la différence de traitement. Pourtant, selon cette formatrice et consultante en orientation professionnelle, les CV sont identiques. Premier CV d'apparence, il n'y a pas grand-chose qui départage ces candidats. Je ne vois rien a priori sur le CV qui ferait qu'on devrait privilégier un candidat plutôt qu'un autre. Selon une étude récente, une agence d'intérim sur 5 est susceptible de discriminer si l'employeur le demande. Bruno Clément, le racisme au quotidien, c'est en question à la une. On le voit, il faut être clair, pour trouver un job, il vaut mieux être blanc. Oui, effectivement, c'est une triste réalité, malheureusement, François. Vous allez la découvrir ce soir dans Question à la Une. Et il n'y a pas que l'emploi qui est concerné. Vous allez voir que c'est aussi le cas quand on cherche, par exemple, un logement ou tout simplement dans le secteur des loisirs. Un chiffre, au Centre pour l'égalité des chances, on a enregistré en 2014 800 dossiers de plaintes de ce genre. Et c'est une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente. Un chiffre donc préoccupant. Le problème aussi, c'est qu'il est extrêmement difficile de prouver cela devant les tribunaux. Raison pour laquelle nous avons à Question à la Une fait ces testings avec donc des profils identiques, un black, un blanc, un beurre, comme vous l'avez vu ici dans cette enquête. Et malheureusement, dans d'autres situations aussi, nous avons vécu exactement les mêmes situations. Exemple, pour trouver un logement aussi, des propriétaires nous disent très clairement qu'ils ne louent pas, par exemple, à des personnes de couleur. Et autre constat extrêmement préoccupant également, parfois encore à Bruxelles, on se fait refouler aujourd'hui parce qu'on est noir, par exemple, pour rentrer dans un bar ou une discothèque. Alors, autre question ce soir, l'immigration, ça coûte ou ça rapporte? Point d'interrogation. Oui, effectivement, avec un constat étonnant.
in fine, finalement, cela rapporte en tout cas pour un pays comme la Belgique, même si au début, effectivement, il y a aussi un coût à cette immigration. Merci Bruno, c'est donc tout de suite après le JT. Toujours plus bas, c'est d'ailleurs un peu la logique de certains pompistes qui continuent à se démarquer pour afficher des prix encore plus bas. Vous allez le voir, il y a vraiment de bonnes affaires à faire. Regardez les bonnes adresses de Laurent Vandenberg. Aujourd'hui, le litre de diesel le moins cher du pays, on le trouvait à Herpemer, en Flandre orientale. Prix 0,864 € le litre. Par rapport au prix maximum sur le marché, c'est 9,50 € d'économie sur un plein de 50 litres. Et ce ne sont pas les clients qui vont s'en plaindre. Wist je dat je in de goedkoopste pomp van België was? Nee, dat wist ik niet. Ik passeer hier eigenlijk elke dag op weg naar mijn werk. Dus ja, dat is goed meegenomen voor mij. Ik heb geluk, ik woon hier heel dichtbij, ongeveer een 500 meter. Ce mercredi en Belgique, le prix maximal du diesel est de 1,054 €, un prix pratiqué généralement sur autoroute. Ailleurs, 75% des pompistes opèrent des rabais. Le marché se décompose en deux parties. Une partie des stations qui sont dites des stations automatiques, donc qui travaillent sans personnel et qui, en raison d'une structure de coûts comprimés, peuvent proposer des prix très intéressants aux consommateurs. Et l'autre partie du marché est composée des stations dites services, où elles proposent des prix peut-être un peu moins avantageux, mais également toute une panoplie de services qui peuvent être très utiles pour le consommateur. À Bruxelles, la bonne affaire se trouve à Laken. Pas de magasin, pas de gérant, la pompe est automatique. J'ai des connaissances qui vont regarder sur Internet pour avoir des pompes les moins chères possibles. En Wallonie, le meilleur prix, on le trouve dans le Hainaut. Ici, la station n'est pas sur un axe principal. Le prix bas, c'est le seul moyen d'attirer la clientèle. On a diminué les intermédiaires. Donc nous sommes grossistes et nous sommes exploitants de stations en même temps. Donc c'est-à-dire qu'on ne fait pas intervenir un transporteur, on ne fait pas intervenir des gérants. Nous gérons la station nous-mêmes. Je fais environ 30 000 km par an parce que j'ai pas mal de routes à faire. Et bon, c'est vrai qu'avec un véhicule comme celui-ci qui est nécessaire pour mon travail parce que je suis agriculteur, ça consomme quand même près de 10 litres au 100, donc voilà, ça fait une belle économie de passer par une pompe comme celle-ci. Sur les réseaux sociaux, on s'étonne de ces prix plus connus depuis 2008. Côté bon plan en Wallonie, on retiendra Fosse-la-Ville dans le Namurois, Liège et Anse en Cité Ardente, Braine-l'Alleud dans le Brabant wallon ou Othon et Marchand-Famenne dans le Luxembourg. À l'avenir, le prix devrait rester bas, mais une augmentation pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Et on continue ce coup de projecteur sur le prix du pétrole. En seulement 2 ans, en fait, le cours du baril de pétrole a diminué de près de 57%. Mais on va le voir, cette baisse ne se fait pas ressentir de la même manière sur tous les produits dérivés de l'or noir. Martin Biltereis, comme on dit, rien n'est simple. Effectivement, François. Un premier exemple avec les billets d'avion. Ils n'ont pas diminué de la même façon que le pétrole. Prenez une destination prisée comme Majorque en Espagne. Avec une compagnie moyenne, vous aurez en ce moment un rabais de 11 €, soit une réduction de 13%. Le prix des vols n'a donc pas diminué de moitié comme celui du baril. Alors explication 1. Le carburant ne représente que 30% du coût d'un billet. C'est donc seulement sur cette partie que la baisse s'applique. 2. La plupart des compagnies achètent à l'avance leur stock de kérosène. La répercussion se fait donc plus tard. Et 3. Il y a la loi de l'offre et de la demande qui dépend des saisons. Cet été, par exemple, pour vos vacances, il n'y aura plus de chute des prix puisqu'ils ont été fixés avec un cours du pétrole déjà au plus bas. Et puis évidemment, François, tout le monde part en vacances en même temps. Qu'en est-il pour le prix à la pompe et le mazout de chauffage? Alors le mazout de chauffage est beaucoup moins taxé. Son prix a été divisé par 2. Regardez, en 2014, pour une cuve de 1000 litres, vous payez 830 € et en 2016, plus que 390 €. Et à la pompe, eh bien, c'est encore différent. Les carburants sont beaucoup plus taxés et en plus de cela, le gouvernement applique le cliquet, ce système qui permet à l'État d'augmenter les accises lorsque le pétrole baisse, François. Merci Martin. Bruxelles est devenue un trou à rats où les musulmans ne sont pas parvenus à s'intégrer. Cette phrase sans nuance a été prononcée par le candidat à l'investiture républicaine pour la présidentielle aux États-Unis, Donald Trump. Inutile de le dire, chez nous, ça fait réagir. Aurélie Fogli. À force, ces sorties tonitruantes passeraient presque inaperçues. Sauf que cette fois, Donald Trump s'en prend à Bruxelles. Un enfer, un trou à rats où l'on veut imposer la charia. Voici des propos chocs qui en agacent plus d'un.
J'ai dit qu'à mon avis, je l'espère, il rejoindrait à terme les poubelles de l'histoire comme Sarah Palin. Mais ce que je pense surtout aujourd'hui, c'est qu'on doit se mobiliser pour défendre Bruxelles. Tous les jours, on se bat avec les commerçants, les artisans, les créateurs de cette belle ville pour la faire rayonner, pour la faire vivre. Et pour gagner 5 voix dans le Middle West, il y a un énergumène qui se permet comme ça de critiquer notre capitale. C'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses, c'est assez lamentable. Si on devait réagir à toutes les déclarations de Donald Trump, on passerait sa journée à cela. Mais voilà, Donald Trump n'est pas le seul à s'en prendre à Bruxelles. Dans un autre style, la chaîne américaine CBS s'intéresse à Molenbeek, qualifié de terreau de djihadistes, première zone de recrutement de l'organisation État islamique. Bref, le constat n'est pas tendre. Le pays est connu par beaucoup en Europe comme étant le Belgistan. Il faut dire qu'il y a 6 gouvernements différents et vous avez aussi différentes forces de police représentant différents niveaux de pouvoir et dans beaucoup de cas, ils ne se parlent pas entre eux. Dans ce reportage, la bourgmestre de Molenbeek répond même aux questions, mais certainement sans s'attendre à un tel résultat. D'ailleurs, aujourd'hui, Françoise Kepmans parle de reportage orienté avant même d'avoir été tourné. Un certain nombre de remarques qui sont faites et qu'on peut partager, mais de là à stigmatiser l'image d'une commune dans son entièreté ou d'une ville-région, vraiment là, ça me choque, oui. Amalgame ou non, c'est sûr, ces sorties n'aident pas à améliorer l'image de la Belgique. Une image écornée de tous côtés. Il y a quelques jours, le JT décalé de la ZDF épinglait, lui, l'état des centrales nucléaires du pays. C'est une femme de caractère qui a choisi de prendre la porte en France. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, a démissionné. Elle s'oppose à la réforme constitutionnelle sur la déchéance de la nationalité. Elle restera aussi celle qui s'est battue pour le mariage pour tous en France. Frédéric Gersdorf. Mesdames, Messieurs, ce fut pour moi un immense honneur d'être garde des Sceaux. Mais c'est terminé. Christiane Taubira démissionnait ce matin avec ce message sur Twitter disant que parfois résister, c'est partir. Elle claque donc la porte et s'en explique cet après-midi avec sa verve habituelle. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Je choisis d'être fidèle à moi-même, à mes engagements, à mes combats. Une démission qui est une demi-surprise. Depuis plusieurs semaines, Christiane Taubira était en conflit ouvert avec François Hollande sur le projet de déchéance de nationalité des personnes condamnées pour actes terroristes. Une idée contraire aux valeurs de la ministre de la Justice qui démissionne donc. Je vous remercie. C'est le choix de Christiane Taubira qui a été accepté par le président de la République au nom de la cohérence nécessaire qu'on doit avoir dans l'action gouvernementale. Le moment choisi par Christiane Taubira n'est pas anodin. C'est précisément ce matin que s'ouvrait le débat sur la révision constitutionnelle. Hommage glacial de Manuel Valls à son ex-collègue. 6 secondes, top chrono. À mon tour, le président de la République l'a fait ce matin, saluer l'action de Christiane Taubira. Pendant 4 ans, la Guyanaise de 63 ans aurait été le poil à gratter du gouvernement. Symbole de l'aile la plus à gauche de l'exécutif, sa principale réalisation restera l'adoption du mariage pour tous. L'égalité des droits pour tous les couples, l'égalité des droits pour toutes les familles. Une loi adoptée après un combat homérique avec la droite qui se réjouit de ce départ. C'est champagne aujourd'hui, il y a plein de bonnes raisons, plein de bonnes nouvelles pour la France. Le remplaçant de Christiane Taubira est connu, il s'agit de Jean-Jacques Urvoise, un proche de Manuel Valls, sans doute moins rétif à la discipline gouvernementale. Des producteurs belges de lait ont rencontré le pape François aujourd'hui. En fait, ils estiment devoir se battre pour survivre. Ils considèrent que le pape, d'une certaine manière, est leur dernier recours. Reportage sur la place Saint-Pierre à Rome. Valérie Dupont. Pour les éleveurs, se lever à l'aube n'est pas vraiment un problème, car comme pour la traite des vaches, il faut savoir se lever tôt pour assister aux audiences du pape. Eric Weingart n'avait jamais mis les pieds à Rome avant ce jour, mais il est déjà convaincu que ce pape sud-américain comprendra leur combat. Il est sensible à l'économie sociale et solidaire. Nous, on est des agriculteurs, on ne travaille pas pour la bourse, on ne travaille pas pour Wall Street, on travaille pour nourrir les gens. Véronica, la vache belge, est aux premières loges pour assister à l'audience publique. Mais des milliers de pèlerins y participent et les éleveurs ont des doutes. Difficile de savoir si le pape François aura vraiment le temps de les écouter. Le cérémonial du Vatican fait un peu vaciller leur certitude. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais on sera reçus encore, nous 5. Qu'est-ce que vous lui avez apporté?
Ben moi, on leur a apporté un panier avec du lait équitable. Du lait équitable, c'est-à-dire du lait pour lequel l'éleveur a été payé correctement. C'est ce que demandent les producteurs de lait en Europe. Un message qu'ils réussiront à délivrer au pape en toute fin d'audience. Il a vraiment dit qu'il nous soutient dans toutes les revendications de défendre l'agriculture familiale, mais aussi de la production de la nourriture de haute qualité, que c'est aujourd'hui une politique qui favorise vraiment les multinationales, les industriels. Et il a dit qu'on doit absolument continuer notre combat. Pour Eric Weingard, c'est un premier pas en avant. Le désespoir des éleveurs est enfin entendu, un peu tard selon lui. Il y en a combien qui sont partis depuis 2009, depuis la grève du lait des producteurs? Il y en a des mille, des mille et des mille. En Belgique, on n'est déjà plus que la moitié sur 10 ans. Donc, il reste 3000 producteurs laitiers en Wallonie. C'est pas des masses. Le pape défend la justice sociale et économique. Les éleveurs ont donc l'impression d'être soutenus. Mais le pape a surtout apprécié le cadeau des éleveurs européens, 3000 litres de lait offerts pour les pauvres du Vatican. Chaque soir, nous sortons voir les clochards dans les rues de Rome avec les gardes suisses. Et nous leur avons apporté votre lait, le fruit de votre travail. Le pape a donné rendez-vous aux producteurs de lait dans 6 mois pour une audience d'1 heure cette fois. En attendant, les éleveurs repartent avec une photo du pape François en souvenir. Un métier qui sort de l'ordinaire, celui d'épinceur de silex. Vous allez le voir, les gestes doivent être précis. Depuis la nuit des temps, ce n'est pas un travail simple. Reportage, Perrine William. C'est un travail souvent solitaire et physiquement éprouvant. Un tête-à-tête entre l'homme et la pierre où l'homme se doit de sortir gagnant. Par tous les temps, le marteau à la main, le souffle court, Richard Lopard est tailleur de silex. Cette roche très dure, il a appris à la travailler aux côtés de 2 autres tailleurs il y a 15 ans de cela. Richard cherchait alors un emploi, les débuts sont durs, mais il tient bon. Je n'arrivais à couper aucune pierre, je n'arrivais à tailler aucune pierre. Je voyais les autres qui arrivaient, ça paraissait très simple. En fait, c'était juste une question de méthode, c'est pas vraiment une question de force, quoi. Donc j'ai voulu arrêter. Et puis au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai réussi à couper des pierres et puis tailler des pierres. Et puis à un moment donné, on ne sait plus se défaire de ça. Et voilà, c'est un métier c'est le plus beau des métiers que j'ai fait. Pas besoin de diplôme pour faire ça. Voilà. On y arrive, si on veut, on y arrive. La persévérance, mais aussi la précision, et ce dès la première coupe. Jauger la pierre, ajuster le coup et parfois renoncer et encore recommencer. Cette pierre-là, elle est perdue. Voilà. Une grosse pierre ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup dedans. Une petite ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dedans. Voilà, il faut sortir la pierre, quoi. Vient ensuite le moment de la taille. Dans un bloc de silex coupé, il faut alors façonner une ou plusieurs faces. Là encore, le choc des coups répétés. Là encore, le risque et l'inconnu du résultat. On ne connaît pas la surface avant de la tailler. Une belle pierre comme ceci, voilà. On pourrait dire qu'on va avoir une belle face, qu'on va avoir quelque chose de beau. Je vais la réussir ou je vais la rater. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais voilà, on ne peut pas le dire avant, quoi. A priori, celle-ci, il n'y a pas de limite dedans, il n'y a pas de défaut dedans. Donc normalement, ouais, je vais sortir peut-être 10 cm sur 10 cm. Voilà, la plus belle de la journée. Facile à tailler. Ces pierres serviront à la création d'un soubassement d'une maison. Autrefois utilisé pour les broyeurs des moulins, aujourd'hui le silex ne sert plus qu'à l'ornement. Une transition qui ne s'est pas faite sans mal. Pendant près de 10 ans, Richard n'a plus eu de travail à la carrière. Mais récemment, les commandes ont repris. J'ai recommencé, par plaisir d'abord, et puis ensuite, comme tout le monde, par nécessité. Mais je n'attendais que ça, moi, depuis des années. Je n'attendais que ça, qui a débouché là-dedans et redémarrer. Parce que ça restera, pour moi, le seul métier, en partant de zéro, arriver à quelque chose que j'aurais vraiment appris de A à Z. Une passion pourtant à nouveau menacée. Source abondante de silex, cette carrière ne peut plus être exploitée. Et bientôt le dernier stock de pierres sera écoulé. L'avenir du métier dans la région dépend donc d'une nouvelle autorisation d'exploitation. S'il y a des autorisations, on va pouvoir extraire le silex et on va pouvoir recommencer à tailler, former des jeunes et continuer. J'essaierai de transmettre ce que je peux. Voilà, parce que je pense que c'est un métier qui ne doit pas tomber dans l'oubli. C'est pas possible. Et à ce moment-là, j'arrêterai. Voilà. Transmettre un savoir-faire de plus en plus rare avant de tirer sa révérence. Une évidence pour Richard et pour chaque tailleur, chaque épinceur de silex, malgré l'incertitude de leur métier.
Un autre portrait à présent, celui de Jean-Luc. Il est sourd et muet. Pour lui, ça n'a pas été simple de se faire une place dans le monde du travail. Il travaille maintenant depuis 3 ans au McDo d'Ixelles, une entreprise qui a reçu d'ailleurs le prix de l'entreprise citoyenne de CAP 48 pour la promotion des personnes handicapées. Le reportage d'Adine Boa. En apparence, rien ne distingue Jean-Luc de ses collègues. Pourtant, il souffre d'un grave handicap. Allez. Jean-Luc est sourd et se faire une place dans le monde du travail, eh bien cela a été difficile. Accompagné aujourd'hui de son éducateur, il revient sur cette période de sa vie. Il pensait qu'il n'y arriverait pas parce que c'était compliqué et assez long, que c'était difficile de chercher tout seul en tant que personne sourde. Après, il a eu de l'aide de l'assistance sociale qui a pris des informations et qui lui a trouvé ce travail ici. Après 2 ans de recherche, Jean-Luc décroche à 32 ans son premier boulot. Le voilà, technicien de surface, un métier dont il se dit fier. Il était content de travailler ici, ça lui permet d'évoluer dans sa vie, de se sentir bien dans différents travails, de pouvoir aider au nettoyage, à la communication, rencontrer des personnes. Voilà. De trouver une place finalement. De trouver sa place. Trouver un emploi pour les personnes handicapées reste très compliqué. Seules les entreprises publiques se voient imposer un quota rarement respecté. Alors, pour tenter de promouvoir ce type d'emploi, des subsides existent. À Bruxelles, c'est le service dénommé phare du gouvernement bruxellois qui s'en charge. L'aide que je reçois pour Jean-Luc, c'est simplement une prime qui vient s'ajouter sur son salaire. Mais plus ou moins, on est dans quelle fourchette Pour dire un exemple, pour Jean-Luc, on est à 25%. Aujourd'hui, Jean-Luc a un contrat à durée indéterminée. À son centre d'hébergement, où ils sont 34 dans la même situation, seulement 2 personnes ont réussi à décrocher un travail. Le dessinateur belge Herman vient de recevoir le Grand Prix du Festival BD d'Angoulême. Cette récompense est un peu comme un Oscar d'honneur à Hollywood. Elle consacre un artiste pour l'ensemble de son œuvre. Voici une nouvelle fois en fait un Belge consacré en France. Il succède à de grands noms comme Hergé, Franquin ou Skeuten. Herman est le dessinateur de séries phares de la BD belge comme Coman, Jérémia et les Tours de Bois Maury. Comme l'on dit, félicitations à lui. Météo demain, le temps sera beaucoup plus ensoleillé avec un temps sec et moins venteux. Les températures baissent d'un cran et seront comprises entre 5 et 9 degrés. Prochain rendez-vous de l'info, le 6-8 demain matin, présenté par Sarah de Padua. Toute l'actualité, bien sûr, sur notre site internet rtbf.be/info. Fin de suite, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous. À demain, tout de suite, question à la une. Voici un avis de disparition. Lorenzo Stenico, 21 ans, et son père, Maurice Stenico, 45 ans, ont été vus ensemble pour la dernière fois à Malone, le mercredi 20 janvier dernier, vers 17h. Le même soir, vers 21h45, Maurice Stenico effectue seul des achats dans un night shop situé à Ezoprel. Ils n'ont plus donné signe de vie depuis. Il se déplace à bord d'une Ford Focus grise foncée, immatriculée 1 LPF 413. Le pare-choc avant a été récemment remplacé et est de couleur verte. Lorenzo est de corpulence mince, il a les cheveux foncés coupés courts. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un pantalon de jogging et d'un sweat à capuche gris clair, d'une écharpe noire et blanche. Son père, Maurice, est de corpulence mince, il a les cheveux courts et noirs.